Bonjour à tous. Sylvie. Bonjour. Moi aussi, je vous remercie d'être venus nombreux pour partager ce moment avec Sœur Chalandon, que vous connaissez tous plus ou moins, peut-être plus que moi d'ailleurs, après avoir été très longtemps journaliste au journal de Libération, 34 ans. Vous êtes désormais dans les bureaux du Canard enchaîné. Donc nous vous connaissons comme journaliste et grand reporter, mais évidemment aussi en tant qu'auteur. Et nous allons aujourd'hui parler de votre 9e roman, si j'ai bien calculé. C'est ça. Je ne rappelle pas vos nombreux prix, je vous laisserai aller les lire ou les relire si ce n'est déjà fait. Alors aujourd'hui, nous allons passer un moment avec 4 femmes. 4 femmes dans ce roman que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait, qui s'appelle Une joie féroce. Donc dès les premières pages, on s'attache au pas de 4 femmes, Jeanne, Brigitte, Assia et Mélodie, qui s'apprêtent, je cite, à faire une vraie connerie. Nous revenons ensuite quelques mois en arrière et nous allons suivre Jeanne, une libraire effacée, dont la vie va basculer à la suite d'une visite de contrôle. Le médecin qui la suit depuis ses 5 ans lui annonce qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Après la sidération, la volonté d'en découdre et sa rencontre avec 3 femmes puissantes et abîmées sera pour elle une rencontre déterminante et elles vont accompagner sa transformation. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette introduction? Merci d'être venu et au revoir. Non, ce que je voulais dire, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Ce n'est pas un livre sur le cancer. C'est un livre à cause de lui, ou c'est un livre grâce à lui. Extrêmement différent. C'est un livre sur la métamorphose. C'est pas un livre, ça s'appelle Une joie féroce, ça s'appelle pas Je suis au fond du trou, ça s'appelle Une joie féroce. Et c'est un livre sur la métamorphose de 4 femmes, surtout Jeanne, parce que on va suivre Jeanne et je suis Jeanne dans ce roman-là. Mais je voulais juste pour poser les choses, pour que ça soit dit et clair, dans mes 8 romans précédents, donc en fait les femmes elles sont peu là, elles sont peut-être parce que quand j'étais dans mon enfance, ma mère était une femme éteinte, c'était une ombre d'homme, c'était l'ombre de mon père. Donc j'ai jamais été, enfin, je n'ai pas été élevé, je n'ai pas eu en face de moi une combattante, jamais. J'ai eu en face de moi une martyre et une victime, donc je n'ai jamais pu mettre en scène une femme combattante, simplement parce que c'est quelque chose qui ne m'avait pas été donné. Donc dans les 8 romans précédents, c'est pas un reproche que l'on m'a fait, mais c'est une remarque, les femmes sont très peu là. Et je m'étais juré qu'un jour, elles seraient non seulement, elles seraient là, mais elles seraient au centre. Et non seulement elles seraient au centre, là du coup, je suis moi-même une femme, je suis Jeanne, mais pour cela, pour avoir la prétention de me dire femme, il fallait une raison impérieuse. Et la raison impérieuse, donc j'ai un autre problème qui est une sorte de, comment dire, c'est un moins, je pense, par rapport à certains auteurs. Certains auteurs peuvent sortir un livre dans lequel ils sont le Christ, avec qui je parle. Moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas devenir le Christ, je ne peux pas devenir un corsaire du roi, je ne peux pas devenir... c'est-à-dire que il se trouve que, peut-être parce que je suis journaliste et donc j'ai un problème de légitimité, toujours qui se pose. Et donc, jusqu'à présent, en tout cas, chaque fois que j'ai écrit, chaque fois que j'ai osé écrire un roman, c'est parce que je venais de là. C'est-à-dire, j'ai écrit des romans sur l'Irlande et sur la trahison en Irlande parce que mon traître était mon ami, était le parrain de ma fille. J'ai écrit sur un père fou, profession du père, parce que mon père était ce père fou qui est mort d'hôpital psychiatrique. J'ai écrit sur la guerre et sur la difficulté de revenir de guerre, parce que j'ai été correspondant de guerre pendant 22 ans et j'ai eu du mal à revenir en paix. Donc il fallait impérativement, encore une fois, je suis le seul, jamais je n'ai pu dire, tiens, mon prochain livre sera sur... Parce que je ne sais pas sur quoi il sera, et tant mieux. Et tant mieux, puisque, comme chacun de mes livres, souvent, ils sont nés soit d'un accident intime, soit d'une blessure intime.
je ne sais pas ce que va être la prochaine blessure. Et en janvier 2018, donc, ma femme est diagnostiquée cancer du sein. Et une phrase qu'elle me dit, c'est « je suis en guerre ». Cette phrase qu'elle me dit sur le trottoir de l'hôpital, ce mot « je suis en guerre » me fait penser que ce à quoi nous allons avoir à faire est une guerre, comme celle que j'ai pu connaître en Afghanistan, en Somalie, au Liban, pendant la guerre Iran-Irak. C'est une autre guerre, mais c'est une guerre à laquelle nous allons devoir nous confronter, elle et moi. Mais en même temps, moi, je ne peux pas, juste parce que ma femme a un cancer du sein, je ne peux pas venir devant vous en disant j'ai fait un livre sur le cancer du sein parce que ma femme a un cancer du sein. C'est pas possible. Encore un problème de légitimité. Et donc, ce que je voulais dire, et ce qui est important pour moi, c'est que 11 jours plus tard, j'ai été détecté à mon tour, diagnostiqué, donc cancer garçon, cancer de fille. Et la première chose à laquelle j'ai pensé lorsqu'on m'a dit que j'étais malade, c'est chouette, ça y est, je peux écrire. Et comme ça peut paraître étrange, mais alors, je ne voulais pas faire un livre sur le cancer du garçon qui va se poser le problème de la virilité, tout ça, ça a été fait, l'ablation, tout ça, c'est des livres qui existent, mais moi, c'est pas mon truc. C'est pas quelque chose qui me torture à ce point-là. En revanche, enfin, je peux être une femme, et le cancer du sein, est-ce que ma femme va vivre? Est-ce que j'ai vécu avec elle, à ses côtés? Est-ce que Jeanne va vivre avec ses copines? C'est un cancer qui est différent et qui m'intéresse de l'intérieur, parce qu'il touche aux yeux des hommes, surtout, la féminité, la maternité, etc. Et donc, quand elle est tombée malade, moi je l'ai accompagnée et j'ai demandé à mon chirurgien, c'est une chose qui va peut-être vous paraître étrange, mais je lui ai demandé de ne pas être opérée tout de suite. J'ai attendu pendant 8 mois et demi, 9 mois, qu'elle soit sortie de la chimio et sortie de la radiothérapie. Je voulais le mal en moi pour écrire. C'est-à-dire que je voulais écrire avec ça en moi, parce qu'il fallait impérativement... Moi, j'ai besoin de ressentir les choses. Et ce sont mes limites. Et je le dis encore, c'est pas une chance, c'est une malchance et c'est un handicap presque. C'est-à-dire que j'ai besoin, quand on dit à Jeanne, quand le médecin dit à Jeanne, en regardant ses photos, ses radios, en disant « Ah, il y a quelque chose », ben moi, j'ai besoin, moi, d'éprouver ça. Et je ne peux l'écrire vraiment bien que quand mon médecin à moi me regarde mes radios en disant il y a quelque chose. Ce vide que je ressens dans mon ventre, je vais l'écrire parce que je le ressens. Je n'aurais pas pu, je pense, l'imaginer autrement qu'en le vivant moi directement. Donc voilà pourquoi d'abord ce livre a été écrit. Parce que vous glissez à l'intérieur de Jeanne, une femme, donc notre narratrice. C'est vrai que c'est une gageure. Alors, c'est une gageure surtout sur la concordance grammaticale. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes d'accord pendant l'écriture. Je ne plaisante pas. C'est-à-dire que le principal problème qui s'est posé à moi, c'est d'écrire comme une femme, être une femme, et donc les problèmes d'accord au féminin. Pour le reste, comme je n'ai pas prêté à Jeanne et aux autres filles l'image que généralement les hommes prêtent aux femmes, c'est-à-dire que Jeanne, à aucun moment dit « Ah, je me suis cassé un ongle ». Ça, c'est la vision des mecs. Donc moi, comme mes femmes à moi, et les femmes de ce livre-là, agissent exactement comme moi j'aurais pu, comme ma part de femme aurait pu agir, je n'ai pas eu ce problème. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de mal à rentrer dans la peau d'une femme, parce qu'il se trouve que pendant 9 mois, ma femme avait un cancer et moi, avec elle, j'avais ce même cancer du sein. Donc ça m'a jamais posé de problème en me disant comment est-ce qu'une femme réagirait. Je m'en fous comment elle réagit. Femme, homme, on réagit pareil. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que là, j'ai des copines qui ont lu mon livre et qui m'ont dit tu es une sacrée nana. Et d'autres qui ne savaient pas qui était Sorge. Ils ont dit ah c'est un mec, ah c'est étrange, voilà. Et ça pour moi, c'est juste le bonheur à un moment donné de faire un livre dans lequel les femmes sont des combattantes, sont des résistantes. C'est-à-dire, c'est même pas être l'égal d'un homme, c'est qu'il y a
On se fout que ça soit une femme ou un homme, sauf que c'est un cancer particulier. Mais en tout cas, à aucun moment dans l'écriture, je me suis dit comment une femme réagirait devant ça. Je m'en fous, c'est comment je réagis, mais il se trouve que je suis Jeanne. Et cette femme-là, cette Jeanne-là, c'est moi. Vous avez beaucoup d'affection pour nos 4 Amazones. Je les aime, ouais. Oui. Mais pour les 4, oui. Pour les 4. Ouais. Les hommes, par contre, n'ont pas vraiment la part belle. Au mieux, ils sont lâches. Il y a des Bretons qui sont géniaux, quand même. Tout à fait. Le flic, il est formidable. Oui, j'allais en parler ensuite. Ah oui. C'est la deuxième partie de la question. D'accord. Ils sont parfois même pathétiques, ridicules. Au pire, ils sont violents, lâches, menteurs. Que vous ont fait vos semblables? Alors, ce n'est pas... Je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire un livre contre les hommes. Je voulais écrire un livre en remettant les femmes au centre. Et moi, ce que je voulais, il fallait impérativement dans la narration, dans cette histoire-là, que Jeanne se retrouve seule pour rencontrer les 3 autres. Les 3 filles qui sont des copines de chimio. Et donc, ce que j'ai imaginé, c'est que Jeanne quitte son mari qui s'appelle Matt. C'est-à-dire qu'elle quitte cet homme qui geint, qui a un linge, ne pas devoir souffrir, qui en est absolument marre, et que son premier acte de résistance, ça soit « je m'en vais ». Sauf que j'avais commencé à écrire ça. Sauf que, à force d'aller avec ma femme dans les chimios, dans les hôpitaux, etc., j'ai pas vu les hommes. Très peu. Les femmes étaient accompagnées par leurs sœurs, par leur mère, par leurs filles, par leurs copines. J'ai vu quelques hommes, mais extrêmement peu. L'une des premières fois où ma femme était en chimio, il y avait une fille qui pleurait dans un box. Et donc elle a demandé si ça faisait mal, parce que lorsqu'on pleure, ça fait mal. Et l'infirmière lui dit non, c'est que l'homme est parti. Son mari est parti. Et brusquement, je me suis trouvé dans un monde qui était absent. Les hommes étaient absents. Et je me suis retrouvé en face d'infirmières qui expliquaient des choses toutes bêtes. Elle disait, c'est étrange, les femmes restent et les hommes s'en vont. Et même, j'adore cette phrase, elle dit, c'est étrange parce que quand eux perdent leurs cheveux, les hommes, nous on reste. Et quand nous on perd les nôtres, ils partent. Et c'est pour ça que j'ai décidé, finalement, je ne pouvais pas faire en sorte que ce soit Jeanne qui s'en aille, mais la chose la plus réelle, la plus fiable, la plus vraie, c'était que Matt s'en aille. Et je l'ai fait partir, mais je n'y pensais pas du tout. C'est après, quand j'ai commencé à m'y intéresser, que j'ai appris des choses qui sont monstrueuses. C'est-à-dire qu'une femme a 6 fois plus de risque d'être quittée par son homme qu'un homme par sa femme s'il arrive la maladie. 6 fois plus. Donc je me suis retrouvé dans des lieux où les hommes étaient absents. Donc j'ai décidé, parce qu'ils étaient absents, non pas d'être méchant avec les hommes, mais de rendre quelque chose crédible. Et Matt, il s'en va. Mais Matt, c'est pas un salaud. Il ne part pas pour une petite jeune. C'est pas ça le problème, c'est qu'il ne peut pas. Voilà. Il ne peut pas. Il dit ce que disent les hommes dans ces cas-là. Pas tous les hommes, heureusement, évidemment. Mais ce que disent des hommes dans ces cas-là, c'est j'ai pas envie de te voir souffrir. Je sais que tu es courageux, je sais que tu es forte, je sais que tu vas t'en sortir, prends soin de toi. Et ils s'en vont. Et je trouve ça, c'est-à-dire que il y en a à aucun moment les effleure le fait que peut-être ça serait bien qu'ils restent. C'est-à-dire que, et ce que disent les femmes, et ce qu'elles expliquent, et ce que Jeanne explique aussi, c'est-à-dire que les premières questions que les hommes posent, c'est quand même insensé. C'est est-ce que tu vas perdre un sein, c'est la première, ou des seins, et est-ce que tu vas perdre tes cheveux? C'est-à-dire que, est-ce que la femme que j'aime, que j'ai épousée il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a même 2 ans, est-ce qu'elle va rester la femme que j'aime, ou est-ce qu'elle va être amoindrie? Et je trouve ça absolument hallucinant. Je voulais que Jeanne vive ça, et j'ai vécu ça avec elle. La perte des cheveux, vous l'évoquez dans un chapitre extrêmement poignant, parce qu'évidemment la perte des cheveux chez la femme évoque aussi la position de victime à travers l'histoire, que ce soit les sorcières. Oui, c'est-à-dire les sorcières, les réprouvées, les bagnardes, les prostituées au Moyen-Âge étaient tondues. On va sans même aller jusqu'au tondu de 1944, mais même ma femme a vécu ça, qu'on le veuille ou non. Il y a un moment donné où le visage que l'on a après, non pas après la chute des cheveux, mais souvent, je veux dire, les femmes se tondent juste pour pas que chute et chute et chute, c'est insupportable, l'oreiller, c'est insupportable. Donc il y a un moment donné, y compris, c'est l'un des premiers actes de résistance, c'est ils vont tomber, mes cheveux,
Je refuse qu'ils tombent, je les coupe, c'est moi qui prends la décision. Mais mes boucles d'enfance, c'est moi qui décide de les couper. Mais qu'on le veuille ou non, il y a un moment donné où la femme se retrouve devant un visage qui est son visage, mais qui ne ressemble pas au visage de la maladie, qui ressemble au visage de l'oppression, au visage de... C'est-à-dire que c'est un visage qui cumule toute la souffrance de toutes les femmes depuis la nuit des temps, qu'on l'accepte ou non, c'est le visage, c'est l'image que ça renvoie. Mais en même temps, la coupe des cheveux est quelque chose de... Alors je ne savais pas, moi, tout ça, je l'ai malheureusement appris, mais en fait, c'est extrêmement doux, c'est-à-dire qu'il y a des coiffeurs exprès qui vous proposent de baisser... non, vous êtes en face du miroir, ils proposent de mettre un petit volet coulissant sur le miroir pour ne pas que vous assistiez à la coupe, à la tonte. Sauf qu'il y a un moment donné où il faut vous lever quand même et il faut vous regarder dans la glace. Et ce moment-là, il est sidérant. C'est-à-dire que paradoxalement, on perd les cheveux, non pas parce qu'on est malade, mais parce qu'on est en train de se soigner. Mais ce moment de solitude, d'enfance presque, ce moment où on ne sait plus si c'est une tête de vieillard, ou une tête de bébé, ou une tête de réprouvé, ou une tête de mutilé, mais ce moment-là est un moment d'une violence extrême. Et moi je voulais que Jeanne, ce moment-là, le vive avec ses copines à elle, c'est-à-dire que ce sont, maintenant que Matt est parti, alors messieurs je vous rassure, Matt il est canadien, donc nous on s'en sort vachement bien, voilà, c'est pas un français déjà. Il va être traduit, je pense qu'il y aura un problème, mais moi ce que je voulais, c'est que Jeanne, ce moment-là, elle le vive avec ses copines, pour ne pas être seule. Ben, je vais peut-être vous lire un tout petit, je sais pas. Je sais pas si les lectures, parce que je sais qu'en France, les lectures, c'est... Voilà, donc, que vous sachiez quand même, parce que c'était le cas pour moi, Jeanne, depuis toujours, elle a une photo de son grand-père, place Bellecour à Lyon, où il tond une femme. Et donc c'est une photo d'actualité, et son grand-père est un jeune homme avec la cigarette en coin de bouche, comme ça, et il tond une femme, donc ce qu'on appelait de façon extrêmement vilaine la collaboration horizontale. Et autour, il y a des infirmières, il y a des flics qui se marrent, il y a la population, il y a... Voilà. Et cette photo de son grand-père qui tond, c'est une photo que Jeanne... Toute sa vie, c'est une photo qui lui fait extrêmement mal. Voilà. Ferme les yeux. J'ai fermé les yeux. Malgré le chauffage de l'appartement, je tremblais comme sur le trottoir. J'ai fait quelques pas dans la pièce en aveugle. Un instant, je me suis dit que j'étais folle, sous emprise. Fais ceci, disait Brigitte, et la petite Jeanne faisait cela. Pense cela, et la petite Jeanne pensait. Bois ce champagne, et la petite Jeanne buvait. Ouvre les yeux. Et la petite Jeanne a ouvert les yeux. Alors j'ai porté ma main à ma bouche, je n'ai pas lutté. J'avais juré aux filles qu'il n'y aurait plus de larmes, mais celles-là sont venues de loin, et par surprise. Elles patientaient en bord de cœur depuis mon enfance. Ils savaient mon chagrin, qu'il lui faudrait un jour pleurer la tondue de Lyon et l'indignité de mon grand-père. Au moment d'ouvrir les yeux, les filles riaient encore, leur regard brillait, leurs lèvres, leur courage intact. Mais quand j'ai plaqué les mains sur mon visage, leur joie s'est défaite. Le miroir ne parlait pas de moi, ni de Brigitte, ni de Mélodie, ni d'aucune fille de notre temps. Dans ces presque ténèbres, serrées les unes contre les autres, se tenaient toutes les victimes des hommes, les réprouvés, les prostituées d'hier, les femmes adultères, les bagnards, les sorcières promises au bûcher. La terreur venait d'y réveiller. Nous étions tête contre tête, peau nue contre peau nue, les mains des unes, agrippées à la taille des autres, la corde des apeurés. Mélodie a pleuré aussi en silence, elle n'a même pas cherché à s'en cacher. Masquée par le jeu des lumières, déformée par nos ombres, Brigitte avait 1000 ans. Je l'ai regardée, pieds nus dans son pyjama bleu, son crâne blanc, cette veste trop ample, cette image. Ghetto. Quand? J'allais le dire. J'ai ouvert la bouche. Elle a compris avec une infinie douceur. Elle a posé son doigt sur mes lèvres et elle a chuchoté. Pas de ça, Jeanne. Pas de ça. Elle savait nos corps barbelés, comme moi elle les avait vus. Personne n'a le droit d'invoquer ça, je t'en supplie. Sa main a quitté ma taille, j'ai lâché celle de Mélodie et je l'ai prise dans mes bras. Voilà. Ce moment-là, c'est le moment où brusquement Jeanne, les filles, toutes les femmes, savent que le combat, il va être dur.
la tête nue devient le casque de la combattante, les cheveux n'existent plus, souvent les hommes ne sont plus là, il va falloir se battre. Et ça, c'est un moment c'est le moment crucial, c'est le moment où les enfants vous regardent dans la rue, où les gens vous regardent dans la rue, c'est-à-dire que avant, avec les cheveux, vous pouviez faire illusion, maintenant vous ne faites plus illusion, même on voit la perruque, on voit le turban, le chapeau, c'est-à-dire qu'on sait, et vous savez que l'on sait, donc désormais vous êtes vu comme quelqu'un d'autre, vous êtes vu comme une autre personne, vous êtes vu comme une cancéreuse. Et ce moment du cancer-là est le moment le plus violent, parce que c'est le moment où justement il faut redresser la tête. Et c'est le moment où Jeanne redresse la tête et de belle manière. Oui, elle redresse la tête. Ces 4 femmes, ce sont des combattantes, des héroïnes, des guerrières. On retrouve d'ailleurs à plusieurs reprises vraiment le vocabulaire guerrier, oui, le champ lexical de la guerre. Oui, mais c'est l'un des premiers mots que les médecins prononcent, c'est il faut se battre. C'est eux, enfin, lorsque ma femme dit je suis en guerre, c'est parce que tout le corps médical, y compris, alors ne parle pas de guerre en ces termes, mais de stratégie, mais c'est-à-dire que on devient un petit soldat ou une petite soldate et il faut y aller. Le pire à quelqu'un qui est malade, c'est de dire oh, elle a du courage. Non, elle n'a pas de courage, elle n'a pas le choix. Le courage, ça n'existe pas. Si, il existe, c'est-à-dire il y a la volonté absolument de vivre, cette joie féroce qui existe, mais le courage, non, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire soit tu baisses les bras et tu pars, soit tu te bats. Donc cette volonté-là, les médecins brusquement mettent un nom dessus, ils disent on va vous guérir, etc. Mais même eux se comportent comme des officiers supérieurs qui vous expliquent qu'il va falloir aller au front. Mais même le bombardement de radiothérapie, c'est un bombardement. C'est-à-dire que, à la différence avec toutes les guerres que j'avais connues avant, ou tous les ennemis que j'ai pu connaître avant, celui-ci, c'est le pire. C'est-à-dire que il n'est pas à nos frontières, il n'est pas à nos portes, il n'est pas dans nos rues, il est à l'intérieur. Et on l'a accueilli. Et c'est le corps, notre propre corps, ce traître, qu'il a construit, qu'il a fabriqué avec ce que nous sommes. Et donc il va falloir se débarrasser non seulement de cette saloperie, il faut que le rat retourne à l'égout, mais en plus, il faut... Cette métamorphose dont je parle et dont ces filles, et que ces filles vont vivre, c'est pas que la maladie fait de quelqu'un de nouveau, quelqu'un de neuf, mais retrouve dans la personne ce dont elle ne se doutait pas. C'est-à-dire on ne devient pas un combattant ou une combattante, on l'était et on ne le savait pas parce qu'on était soit éteinte, soit par la vie, par le couple, par tout ça, mais les combattantes, ces 4 femmes combattantes, c'est grâce ou à cause du cancer qu'elles vont renaître, mais donner non pas naissance à des femmes nouvelles, mais devenir ce qu'elles étaient depuis le début et ce qu'elles avaient oublié d'être. Parce que d'abord, le temps n'est plus le même, les priorités ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a urgence. Moi, j'ai écrit une partie de ce livre à l'hôpital, à la fin. Et il y avait urgence à écrire parce qu'on ne sait pas s'il y aura demain, après-demain, s'il y aura janvier, s'il y aura un autre printemps. On ne sait pas. Donc ça change tout. Donc cette urgence-là, et ces priorités ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que même les amis ne sont plus les mêmes. C'est incroyable comme les gens, il faut leur expliquer pendant 1 an que ce n'est pas contagieux. Il faut leur expliquer que ça ne s'attrape pas comme ça, c'est pas un rhume, quoi. Ou c'est pas une grippe. Mais les gens ont peur. Moi, sur ce livre-là, en plus, c'est bouleversant parce que je me retrouve avec alors des gens, même je les abrite à la foire du livre, pas le salon, dit la foire. Hein, voilà. Et il y a des gens qui m'ont même dit, c'était très joli, très mignon, qui ont pris mes livres en poche, tout ça, et ils tournaient autour, et je dis celui-là, et une dame m'a dit, écoutez, ça va vous paraître stupide, rien que de le toucher, ben, ça me fait peur.
Et voilà, donc il faut après que, il faut que tu vives avec ça. C'est-à-dire que dès l'instant où la maladie arrive, se mettent en place autour de toi des systèmes de défense que tu ne soupçonnais pas et qui sont bouleversants. C'est-à-dire même moi j'ai des amis, pas très proches, mais quand même, j'ai plus de nouvelles tant que ça n'allait pas. Ce ne sont pas des salauds, c'est juste, on ne sait pas comment faire en face. On ne sait pas. Mon médecin, ce qu'il avait dit, une très belle chose, il avait dit, vous verrez, votre maladie sont les autres qui en parlent le mieux. Essayez, alors pas avec le cancer, mais essayez la prochaine fois où vous avez une grippe, un rhume. Vous croisez quelqu'un dans la rue que vous connaissez un petit peu, alors ça va bien? Ben non, j'ai un rhume. Personne, ou alors très rarement, va vous dire, mais tu te soignes? Moi, il va dire, eh ben moi, mon cousin aussi, ou bien, eh ben moi, tu vois, j'en sors, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une sorte de tout de suite expliquer à la personne qui vous dit ça que tout autour, mais tout le monde est malade, etc. Il y a Jeanne, un moment là, Jeanne se fait maquiller et se fait coiffer pour être belle avant la tonte, et elle fait une photo d'art pour elle, et il y a une petite maquilleuse qui commence à la poudrer, ça l'énerve, et elle lui explique qu'il ne faut pas que ça tienne, c'est juste le temps de la photo, après elle enlève tout. La petite maquilleuse qui ne comprend pas très bien, mais c'est quoi cette histoire? Et Jeanne lui explique ce qu'elle a. Et la maquilleuse qui commence à lui parler de ses ballonnements, etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est elle, et Jeanne qui se retrouve, oh ma pauvre. Et c'est terrible, comme brusquement, tout ce qui vous relie au reste du monde, c'est la maladie des autres. Et la vôtre, en fait, on n'en tient pas compte. C'est peut-être mieux d'ailleurs, hein, mais on n'en tient pas compte, et ça, donc c'est pas que ça vous change, c'est que ça vous oblige. C'est un poste, en fait, la maladie est un poste d'observation qui est formidable sur l'amitié, sur les vrais, les faux, sur le monde dans lequel on vit. Et c'est un monde, même lorsqu'on est guéri, même quand on s'en sort, plus ne sera jamais comme avant. Il y avait avant, il y avait après, et je pense que quelqu'un qui a été malade, qui a vécu cette épreuve, aura toujours en tête ce dont les hommes sont capables, les autres. Vous le dites à la page 159, justement, par rapport à la citation que vous disiez, « Vous verrez, m'avait glissé Flavia avec malice, votre cancer, ce sont les autres qui en parleront le mieux. Mon oncologue avait raison, il passait ma vie à se raconter. » C'est ça. Il passait ma vie à se raconter. Mais on l'accepte, c'est-à-dire qu'on se retrouve... ma femme a un cancer du sein, elle se retrouve à parler 2 heures avec une copine qui a un orgelaire, en lui disant, mais je te jure que ça va passer, c'est pas... Mais c'est douloureux, tu te rends pas compte, je me rends compte, c'est compliqué. Mais c'est bien, c'est-à-dire que moi, c'est quand même ça. Alors, je ne dis pas que ça rend moins poli, moins aimable, moins cordial, mais en tout cas, vous avez moins de temps. Donc, il m'arrive maintenant, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, hein, il m'arrive qu'un fâcheux, une connaissance vague, il me parle, bon, au bout d'un moment, je dis, tu sais, on va arrêter là parce que tu me fais chier. Le bonheur, tu sais, vous ne pouvez pas vous imaginer, je sais qu'on en a tous envie, mais le bonheur, lorsque les choses sont posées, l'autre qui est sidéré, ah oui, mais c'est vrai, il est malade, il est bizarre, d'accord, mais le bonheur que c'est de mettre fin à une conversation, simplement parce que ça fait 20 ans que je le croise et qu'il me parle de lui, gna gna gna, et le moment de dire juste, ben, excuse-moi, mais on va s'arrêter là parce que notre conversation n'a aucun intérêt, puis là je te dis, ça fait longtemps que tu me fais chier, donc après vous ressortez de là, vous êtes absolument, alors bon, pour la cordialité c'est moyen, mais pour l'impression de légèreté tout d'un coup. C'est jouissif. Mais c'est jouissif parce que la maladie vous a expliqué ça. Ne perds pas de temps avec les gens qui t'en prennent pour rien. Et alors, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement vous pouvez perdre des gens, mais ceux que vous gardez, ceux qui sont là et qui restent, eux c'est à la vie, à la mort, vraiment. Au vrai sens du terme. Mais dans ces cas, effectivement, ça repositionne les choses, et ceux qu'on perd, c'est peut-être aussi bien. Alors c'est bien, je n'ai pas fait ce que Matt... Enfin, j'ai pas été dégueulasse avec Matt, en fait. Je me suis dit, comment est-ce que Matt va être perçu, donc l'homme qui part, comment il va être perçu par les gens?
Et je suis sur le cul, en fait, parce que plein d'hommes qui ont lu ce livre m'ont dit « oui, mais je le comprends, Matt, quand même ». Et moi, je pensais que mes copains, les proches, m'auraient dit « quand même, Matt, il part, tout ça, c'est dégueulasse ». Et je me retrouve en face de gens sains de corps et d'esprit qui me disent sincèrement « je ne sais pas comment je réagirais ». Et ça, moi, ça m'a bouleversé parce que brusquement, des choses dont je pensais peut-être avoir un peu forcé le trait, je m'aperçois que je ne suis pas méchant avec Matt. C'est-à-dire que Matt, ce que je lui ai donné une circonstance atténuante. Je n'en fais pas une grosse histoire parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des histoires dans l'histoire. Mais Matt et Jeanne ont perdu un enfant. Donc le couple est déjà fracturé. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie que Matt soit... j'ai pas envie de lui pardonner, mais j'ai envie quand même qu'il s'en sorte à peu près bien. Et quand j'entends les garçons qui l'ont lu, maintenant je trouve qu'ils s'en sortent trop bien. Mais en tout cas, je ne suis pas allé au bout. Parce que le bout, et ça c'est terrible, c'est qu'il y a des hommes qui s'en vont dans la vraie vie, ils s'en vont, et quand la femme guérit, survit, et quand ses cheveux repoussent, et quand ils reviennent en disant « mais t'es mignonne avec tes cheveux courts, toi ?» Et les femmes qui les reprennent. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça à Matt, parce que là, c'est un monstre. Je ne veux pas aller jusque-là. Mais ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a une telle presque grandeur d'âme qu'à un moment donné, ce pauvre bichon qui n'a pas supporté de me voir malade, mais qui revient, parce que maintenant, je suis guéri quand même. Qu'est-ce qu'il est sympa, non? C'est juste un chien. Merci. On parlait donc de nos guerrières, donc qui, dans la seconde partie du roman, je pense qu'on peut dire qu'elles vont faire le casse d'une joaillerie. Ouais. Donc, on peut là aussi se poser la question, est-ce qu'on a le droit de tout faire? Est-ce que le cancer donne ce droit-là? Non, alors c'est un roman. Donc, non, je suis allé signer ce roman, notamment à la Pitié-Salpêtrière, en expliquant bien aux dames qui avaient un cancer que c'est pas un mode d'emploi pour attaquer une joaillerie. Mais il fallait que ça soit dit quand même pour pas qu'on pense que... Non. C'est-à-dire que moi, voilà. La trahison en Irlande, quand elle tombe, j'en fais quoi? Mon père, fou, j'en fais quoi? La guerre, j'en fais quoi? Le cancer, j'en fais quoi? Donc je veux être une femme. Je vais être Jeanne. J'ai mon cancer du sein. J'ai mes 3 copines. On fait quoi? On ne va pas se lamenter toute la journée, et puis voilà, c'est un roman sur les filles. Moi, j'ai pas envie de ça. Je dis, ce sont des guerrières, d'accord. Ce sont des combattants, d'accord. Mais ça veut dire quoi dans un roman? Je leur fais vivre quoi? Jeanne, elle est libraire. Mais Jeanne, moi, j'ai envie, parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie qu'elle se retrouve avec une arme à la main, Jeanne. Parce que j'ai envie, parce que personne n'a une arme à la main, sauf dans les films, et j'ai envie que Jeanne se retrouve avec une arme à la main. Comment je fais? Pourquoi? Et puis, brusquement, c'est par petites touches comme ça. Moi, je veux trouver une sorte de mise en abîme de ce que peut être la résistance de ces femmes. Aller jusqu'à l'illégalité. Aller jusqu'au crime. Et on a un glissement du récit plutôt personnel vers le roman policier. Et alors, oui, mais c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il faut que ces femmes aient le cancer, pour moi, pour qu'elles... Elles n'auraient jamais attaqué une bijouterie de la place Vendôme. Jeanne, Assia, tout ça, c'est impossible. Mais moi, ce que je voulais, c'est... Pourquoi est-ce qu'ils attaquent une bijouterie? Ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des bandits, ces filles. Elles ont besoin d'argent. Elles sont désenfantées. Le point commun avec toutes ces femmes, c'est le désenfantement. Jeanne a perdu son enfant. Assia n'a pas pu avoir le sien, parce que son mec était corneau, qu'il a fait attendre et attendre et attendre. Brigitte, c'est la seule qui est un petit peu voyeuse. Brigitte était un petit peu en prison, ce qui fait que son fils ne veut plus la voir, ne veut plus avoir affaire avec elle. Et Mélodie nous raconte, leur explique, elle a un enfant, mais il y a un problème grave avec son ex-mari qui est un Russe, et il faut impérativement de l'argent pour qu'elle récupère son enfant. Comment on fait quand on a un cancer pour avoir un prêt bancaire? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc moi, ça c'est déjà... Je m'en doutais, mais je n'étais pas sûr. Jeanne va pour un prêt bancaire, tout de suite, on te demande un état de ta santé au moment où tu demandes le prêt, c'est 5 ans.
Pendant 5 ans, tu ne peux pas avoir un prêt, et encore 5 ans de mieux, 10 ans. Pendant 10 ans, la société te ferme. C'est une double peine. Non seulement tu es malade, mais en plus, on ne te fait plus confiance. Et si elle mourait avec son prêt? Donc, ces 4 filles qui ont besoin d'argent impérativement, qu'est-ce qu'elles font? Comment est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, moi qui suis leur copine, moi qui suis Jeanne, alors, Jeanne arrive en fait chez ses filles constituées, alors qu'elles sont déjà en train de préparer le casse depuis longtemps. Elle se doute qu'il y a un truc, Jeanne. Elle sait pas, elle les sent pas. C'est quoi ces messes basses, ces trucs? C'est quoi ce plan ce plan au 1/60e de la place Vendôme? Qu'est-ce qu'elles sont? Mais moi, ce que je sais, c'est que je veux que ces filles-là, je veux qu'elles aient de l'argent, et je veux que le cancer, je veux que la métamorphose de ces femmes passe par l'interdit. C'est-à-dire que non seulement elles vont se battre, mais nous ne sommes plus dans un lieu où on se bat contre un ennemi. Elles vont L'argent est où? Il n'est pas dans les librairies, ça se saurait. Il n'est plus dans les banques, il n'est plus dans les postes, il est à Wall Street. Mais en revanche, une bijouterie, on trouve toujours. Alors, je l'ai appris après, mais sachez que si vous volez un jour dans une bijouterie, le prix qui est indiqué dans la bijouterie n'est pas celui que le reseller. C'est moins 20%, donc je vous le dis. Jeanne, non, mais c'est important. Et donc, il leur faut cet argent et cette attaque de bijouterie qui est effectivement là. Nous tombons dans quelque chose, une sorte de, pas de polar, parce que c'est plutôt un roman là qui devient endiablé, qui devient... parce que je veux que ça marche, je veux que ça réussisse, je veux qu'elle le fasse. Donc avant de me faire opérer, j'ai été opéré au mois de... Enfin non, pas au mois. J'ai été opéré le 28 septembre de l'année dernière. Pendant 2 mois et demi avant mon opération, je devais offrir une bague à ma femme. Pour ses 50 ans et pour la sortie de chimio, je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups. Donc je suis allé faire... Non, faire des repérages, madame. Le casse, non, mais je suis allé faire des repérages. Brigitte. Je suis allé faire des repérages et le problème c'est que je voulais que ce soit la place Vendôme. D'abord parce que c'est une place, puis en plus pour les livres en traduction, Vendôme on connaît, tandis que la rue de la Paix ou je sais pas quoi, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, j'ai marché dans tous ces lieux et Chaumet, tous ces lieux-là sont trop exposés. Des grandes baies vitrées, il y a la police qui passe, c'est pas possible. Et il se trouve qu'il y a une bijouterie qui était en travaux depuis 1 an, une joaillerie. En travaux depuis 1 an, 2 étages. Et quand j'arrive devant, elle est fermée, mais sur le trottoir, il y avait un petit comptoir avec la première lettre de la bijouterie et un monsieur derrière le comptoir sur le trottoir. Et je lui demande, excusez-moi, mais c'est fermé? Et il me regarde, il me dit, c'est pourquoi? Déjà, c'est intriguant. Et je dis, voilà, j'aimerais offrir une bague à ma femme. Il me dit, suivez-moi. Et là, je le suis. On fait une 30aine de mètres le long de la place Vendôme et on rentre sous un porche. Il n'y a rien, aucune indication, rien du tout. Premier étage, immeuble bourgeois avec des avocats, boîte de production, etc. C'est là où, comme des garçons à son siège social, c'est une petite indication, il sonne à une porte, la porte s'ouvre, un appariteur, et je me retrouve dans un appartement bourgeois de la place, transformé en bijouterie éphémère. Waouh, mais c'est là, c'est... Waouh. 2 appariteurs, non armés, parce qu'on ne peut pas être armé à l'intérieur, et je me dis, eh ben c'est exactement ça. Là, je sais. Maintenant, moi, je suis journaliste. Je ne veux pas envoyer mes filles n'importe où. Je ne veux pas faire un casse dans une bijouterie et que quelqu'un me dise c'est impossible. Donc moi, avant que mes filles y aillent, avant que mes filles entrent, avant que mes filles braquent, je vais être tout à fait sûr que ça va fonctionner, ça va marcher. Je veux être sûr que ça soit possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rentre et je commence à discuter bague, je regarde et je vois une femme qui rentre, deux femmes du Golfe qui rentrent, magnifiques. Vous savez, c'est des femmes voilées, riches, qu'on n'emmerde pas dans la rue, les autres. Et donc, elles rentrent magnifiques pour acheter. Et tout de suite, il y a une vendeuse qui parle arabe, marhaba, qui les reçoit. Je me suis dit, ah, Asia, mais bien sûr, je vais la déguiser en fait. C'est-à-dire que petit à petit, se met en place tout le truc, alors que je fais semblant de regarder les bagues. Il me faut une bague, hein, mais pas tout de suite. Je photographie la bague, en fait, je photographie les petites caméras bleues qui sont
Je reviens, on n'achète pas une bague de prix comme ça. Je reviens avec un sac de sport. Est-ce qu'on me l'ouvre le sac? Réponse non. Ok. Assia, c'est bon. Je reviens pour acheter la bague, ça y est, je suis reparti avec 2 sacs de sport. Est-ce qu'on ouvre les sacs? Réponse non. Donc moi je sais que Assia, Mélodie, Brigitte et Jeanne vont pouvoir entrer dans les librairies, dans la bijouterie, ah oui ça serait bien, dans la bijouterie, avec leur sac de sport, et on ne le rouvrera pas. Et en plus, pour que ça soit tout à fait crédible, moi ce que je veux, c'est que les filles fassent croire qu'elles sont descendues au Ritz, qui est juste en face, sur la place. Et le Ritz, on peut rentrer comme ça, au Ritz. Donc je demande à ma belle-mère et à ma femme d'aller au Ritz, au bar du Ritz, pour boire un coup. Passer les portes, chacune avec un sac, passer les portes tambour, aller au bar du Ritz, boire un coup, payer leur coup, et ressortir du bar du Ritz. Est-ce qu'on ouvre le sac? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on leur dit? Simplement, bienvenue mesdames. C'est-à-dire que nous sommes pas dans le lieu de la suspicion. Nous sommes dans le lieu, nous sommes entre nous, tout va très bien, c'est un petit entre-soi. Donc moi je sais que mes filles peuvent être au Ritz, faire croire qu'elles vivent là, ensuite qu'elles peuvent aller faire le casse. C'est-à-dire que je veux que tout ça soit absolument prêt pour le casse. Mais le casse, dans ma tête, c'est avoir de l'argent pour Mélodie, avoir de l'argent pour s'en sortir, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, mais aussi, évidemment, c'est un casse allégorique. C'est jusqu'où? Jusqu'où on va aller? Jusqu'où est-ce que ces femmes iront? Jusqu'où est-ce que le cancer les pousse à aller? Jusqu'où la folie? Jusqu'où l'impossible? Jusqu'où la dinguerie? Jusqu'où? Et bien jusque-là. Ça a beau être dingue, il y a des moments où on rit en plus. Bien sûr. C'est des vrais branquignoles, on se demande... Ah bien sûr, ce sont des branquignoles. Oui, alors ce sont des branquignoles, mais oui, d'accord. Alors oui et non. Ce sont des branquignoles, oui et non, parce que quand même tout est préparé de façon très, très mathématique, je dirais. Ce sont des branquignoles et en même temps... ah non, il ne faut plus dire en même temps de nos jours. Ce sont des branquignoles et pourtant... Malgré tout, parallèlement, non, ouais, ça marche quoi. Ça marche, c'est-à-dire que moi je veux que ça marche. Alors je ne dis pas comment ça, mais en tout cas je veux qu'elles aient une chance de réussir. Et alors juste pour que vous sachiez quand même, alors 2 choses importantes, parce que j'ai un copain flic qui m'a dit c'est un mode d'emploi ton truc. Alors c'était pas génial. Mais 2 choses importantes. Je n'aurais pas sorti le livre, c'est important, si les travaux étaient encore en cours. Donc mais non, mais c'est... Attendez, vous vous rendez compte? S'il se passe un truc, puis on dira, monsieur, votre livre, bon. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que mon livre est sorti le 14 août. Et donc à la fin juillet, c'était un bonheur. Dans le Parisien, si vous tapez « Fausse princesse arabe, diamant, place Vendôme », vous allez voir, la vie est tellement plus forte que n'importe quel auteur. Une fausse princesse arabe est arrivée place Vendôme, à chercher des bijoux comme ça. Elle a téléphoné comme la mienne, comme Assia, à un faux frère ou un faux oncle pour savoir s'il prenait les bijoux. Mais sauf qu'elle a fait une chose que moi j'aurais jamais osé faire. C'est-à-dire que j'arrivais avec cette idée chez mon éditrice, elle me riait au nez, elle a remplacé les bijoux par des bouillons cubes. Et ça c'est la vraie vie. Mais jamais j'aurais, je ne pouvais pas, moi romancier, mettre des bouillons cubes. Mon éditeur me disait, mais ça va, stop, arrête. Et bien elle l'a fait, elle n'a toujours pas été rattrapée, elle a remplacé 4 bijoux par 4 petits bouillons cubes. Vous imaginez le visage des vendeuses. Mais en tout cas, et je me suis dit, donc c'est possible, donc c'est jouable, les filles, ça y est, c'est à vous. C'était du plagiat par anticipation. C'est un plagiat par... Alors, si elles réussissent quand même, s'ils réussissent, c'est parce qu'il y a un flic formidable, il s'appelle Péric, il est breton. Et Péric Le Guen, et quand il n'y a plus à boire, il dit les mouettes ont pied là. Et ce flic-là, c'est un très bel homme. Et je l'aime, voilà. Il y a un très beau médecin, il y a un très beau flic, il y a un très beau... René aussi. Pardon? René aussi. René, mais bien sûr. Il y a un très beau fourgue receleur. Alors bon, il faut qu'il fasse des affaires. Mais il y a de très beaux hommes. Officiellement, il est antiquaire. Officiellement, il est antiquaire, d'accord, tous les receleurs.
Pas tous, mais en tout cas, ce n'est pas un livre contre les hommes. Je veux dire que ce flic-là, je suis au Canard enchaîné, je vous dis, c'est un flic formidable, quoi. C'est un flic républicain, c'est un vrai. Bon, il se trouve que quand même, Brigitte et lui sont nés dans la même ville en Bretagne. Non seulement dans la même ville, mais dans la même rue, l'un au bout de la rue et elle. Alors pas aux mêmes dates, aux mêmes années, aux mêmes époques, mais en tout cas, ça crée un sacré lien, quoi. Et j'avais envie, et Brigitte tient une crêperie qui porte le nom de l'hymne national breton. Et oui, ces trois hommes sont très attachants et attachés à nos quatre héroïnes. Oui, ils sont attachés à nos quatre héroïnes, et ils sont pas aussi un peu Pérrig, il finit un peu complice. Mais en tout cas, moi, ce qui était important, je pense, c'était qu'il n'y ait pas des hommes que de la noirceur. Ces hommes-là, ils sont lumineux, mais ils sont périphériques. Voilà, pour une fois, dans un roman, mes hommes sont périphériques et ils ne sont que l'ombre des femmes. Ouf, que ça y est. Mais je vais pas le refaire. C'est fait. Je ne veux pas être une femme maintenant dans chaque roman. C'est fait, ça y est. J'ai payé mon écho. Si vous êtes d'accord, je vais relire un petit passage où il est question, attention à vos lunettes, dans lequel Brigitte, justement, commence à ressentir cette joie féroce qu'il apporte. Quelques jours plus tôt, Matt m'avait demandé quand je comptais débarrasser mes affaires. La pause était devenue une rupture. Je ne lui avais pas répondu, j'avais bloqué son numéro. Après cette nuit d'hôtel, la journée avait été guerrière. Infestée de poison, mon sang écumait. Dans le métro, j'ai insulté un homme qui avait bousculé un vieil Africain. À un livreur à vélo qui m'avait frôlé en brandissant son majeur, j'ai hurlé « Je vais t'arracher la tête avec les dents !» J'étais au milieu du trottoir, jambes écartées, poings serrés. Le type s'est retourné et il a pédalé plus vite. À une femme dans le bus qui me racontait que les cheveux repoussaient d'1 centimètre par mois, j'ai répondu que ces calculs ne m'intéressaient pas. Jamais je n'avais réagi comme ça. Je me sentais à la fois fragile et incassable, invincible et mortelle. Le camélia avait tanné ma peau de rousse en cuir épais. Déraciné par le scalpel, il avait arraché un peu de mon cœur, une brisure, celle qui ne sert pas à grand-chose, à être polie, convenable, respectable, décente, conforme à ce que Matt et le monde autour attendaient de la petite Jeanne. Le cancer m'avait fait presser, vivante, rugueuse aussi. Ma priorité était d'arriver jusqu'au matin suivant. Je ne m'excusais plus, je ne saluais plus les réverbères. Je ne baissais plus les yeux devant le regard chien d'un homme. Je marchais dans la rue en turban mais la tête haute. Mon corps était fourbu et je bouffais la vie. Pour la première fois depuis mon enfance et la mort de mes parents, je me suis remise à siffloter sur les trottoirs. Je n'en veux à personne. C'est quelle est la bonne distance? Et je ne sais pas. C'est-à-dire que moi je ne sais pas. Voilà. Si j'avais, même après avoir été malade, si j'avais un copain malade, je ne sais toujours pas quelle est la bonne distance pour ne pas être trop là, pour ne pas être assez là, pour ne pas être intrusif, pour ne pas être... Mais juste qu'il sache qu'on est là, qu'il le sache. C'est-à-dire pas frapper au volet toutes les 10 minutes, mais qu'il sache qu'il peut frapper au volet, que les volets s'ouvrent. Je parle à l'ancienne. Frapper au volet, vous voyez, c'est ce qui n'existe plus. C'est Topaz, voilà, c'est toc toc toc, je passe dans le village. Bon, je sais que ça n'existe plus, mais c'est cette idée d'être là, d'être présent et d'être vivant, non pas pour deux, mais vivant, aussi vivant que le malade, aussi vivant que lui. Je trouve que c'est une chose qui est impérative. Merci. Nous allons bientôt conclure et puis... Il y a des questions peut-être? Voilà, vous aurez sans doute des questions. J'avais juste une dernière remarque avant de terminer. Une fois refermée, une joie féroce, je trouve, demeure un souvenir lumineux. Et peut-être que j'ai eu une interprétation très abusive, mais j'ai eu l'impression aussi que par moments, il y avait l'évocation du genre du conte, en fait. Oui. Il y a Assia en petit pousset. Oui, c'est... Alors, je pense que c'est un conte pour adultes, en fait.
Voilà, je l'ai fait comme un conte, donc c'est pas un conte celtique comme a pu être une promesse, mais c'est un conte et je tenais à ça, c'est-à-dire moi, ceux qui s'y connaissent disent que le casse il est crédible, ceux qui n'y connaissent rien disent c'est complètement, ça ne me dérange pas, chacun prend dedans ce qui l'arrange, ce qui le rassure, mais c'est un conte, voilà, c'est un conte et c'est pas un mode d'emploi, mais c'est la volonté de combattre. Et pour moi, c'est impératif. Vous savez, je vais vous dire, Une joie féroce, ce titre-là, en fait, il est ailleurs dans un de mes romans. Et c'est important parce que c'est une phrase qui me hante, en fait. Une joie féroce, il est dans le livre qui s'appelle Le quatrième mur. Et quand j'étais au Liban, quand j'étais à Beyrouth, en juin 82, quand les Israéliens ont envahi le Liban, donc moi, c'était la première fois que j'assistais à un bombardement aérien. J'avais assisté à des bombardements au mortier, etc., ou même des bombardements de l'artillerie navale. Mais le bombardement aérien est quelque chose qui est au-delà de l'imaginable, au point de vue de la violence, au point de vue du bruit, au point de vue... Je veux dire que on voit pas ça dans les films, mais quand une bombe tombe, tout le monde se pisse dessus, quoi. C'est pas dans les films, ça. Mais la violence est telle du bruit, du fracas, que c'est une chose qui m'a marqué violemment. Mais à vie. Et quand j'ai écrit le quatrième mur, Georges, qui va monter Antigone à Beyrouth, est sous les bombardements, et Georges dit ce que j'ai ressenti moi. C'est monstrueux ce que je vais vous dire, mais c'est ce que j'ai ressenti moi. En fait, j'étais bien. J'étais bien. C'est-à-dire que j'étais bien, j'avais honte, j'étais bien. Et c'est dans le livre, et j'ai ressenti une joie féroce. Et cette joie féroce, c'était... Il faut sortir de là, il faut vivre. Et il faut impérativement que tout ce que j'ai en moi se transforme en colère, en lumière. Et il faut vivre à tout prix et impérativement. Et ce mot-là, j'ai trouvé dans le quatrième mur qu'il était écrasé par d'autres lignes avant, d'autres lignes après, puis d'autres pages. Et je me souviens, à la fin du quatrième mur, quand je l'ai terminé, j'ai sorti ce mot, cette phrase-là, une joie féroce, et je me suis dit, j'ai envie de la garder, j'ai envie d'en faire autre chose. Et quand le cancer a frappé, et quand je me suis retrouvé à l'hôpital, et quand j'étais avec ma femme, et quand j'écrivais avec un drain, avec plein... Cette joie féroce, elle me hantait sans cesse. C'est-à-dire, j'étais sous les bombardements, et il fallait que je m'en sorte. Et ce titre-là était le seul possible. C'est-à-dire, je retrouvais enfin, en temps de paix, je retrouvais enfin la joie féroce de vivre. Et ça, c'est une chose que je n'avais pas retrouvée depuis les années de guerre, parce que je le souhaite à personne, mais je me suis retrouvé comme les anciens combattants, c'est-à-dire vous rentrez en paix avec des gens que ça n'intéresse pas du tout. Et on vous invite les premières fois parce que Serge était ici, il était là, il était en Afghanistan, il était sous les bombes en Irak, sous nos bombes. J'ai vu nos avions tricolores. Ils sont bien parce qu'ils bombardent de bas, tandis que les Britanniques ou les Américains de haut. Tandis que nous, au moins, on sait ce qu'on vise. Je vous le dis comme ça, en passant. Mais on sait ce qu'on vise. Mais il y avait toujours un moment où je trouvais que la guerre avait faim de nous. La guerre est la faim des hommes. La guerre, elle vous bouffe. Et c'est extrêmement dur de rentrer en paix. Ça, c'était dans mon livre Le quatrième mur. C'est extrêmement dur de quitter un lieu où il y a des mômes qui courent et qui meurent pour de l'eau, qui sont fauchés dans la rue parce qu'ils vont acheter, parce qu'ils vont chercher de l'eau dans une jerrycan et rentrer à la maison avec ma gosse qui avait à l'époque 6 ans, qui est devant le frigo, il n'y a pas de coca, c'est nul. T'as juste envie de la jeter par la fenêtre. Et c'est pas normal. Un père doit dire, ah bah oui, tiens, c'est vrai, on a oublié d'acheter ça et ça. On y va. Je ne supportais plus. Je ne supportais plus ça. C'est-à-dire que je venais d'un lieu où tu mourais pour l'eau, et brusquement, enfant pour enfant, je me retrouvais devant une enfant qui a tout et qui se plaint parce que brusquement, il manque des pitchs à la fraise.
mais les pitchs à la fraise, mais je vais te les faire bouffer les uns après les autres. Et cette difficulté-là, il a fallu, moi, que je revienne en paix. Ça a pris un temps fou. Ça a été extrêmement long, ça a été difficile. Mais j'ai retrouvé la sidération avec l'annonce. L'annonce du cancer, c'est l'annonce de l'entrée en guerre. Mobilisation générale, alerte à toutes, que chaque corps rejoigne son camp, etc. Et je me suis retrouvé comme quand je rentrais de guerre, pareil, au début. Alors, ça va, et au bout d'un moment, vous emmerdez les gens. C'est-à-dire que vous êtes celui qui rentre de guerre dans un repas, il va encore nous faire chier avec son histoire, vous êtes celui qui a un cancer dans un repas, il va encore nous faire chier avec son cancer. Donc, à un moment donné, vous vous retrouvez absolument seul. Et de cette solitude-là, il faut faire autre chose. Et c'est normal. Souvenez-vous, je ne sais pas, pour les plus anciens, mais même les gens qui sont rentrés de la guerre d'Algérie, ou les vieux 14, 18, etc., on ne les écoutait pas. C'est-à-dire, ils étaient en bout de table, Brel qui chantait, et on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. C'est d'une violence absolue d'être allé dans ces lieux-là, que ce soit la guerre, le cancer, et d'en revenir et de se sentir en plus dans un monde qui ne vous reconnaît pas et qui s'est refermé en votre absence. C'est d'une violence bouleversante. Tout s'est refermé dans l'eau et oui. C'est la solitude absolue. La solitude absolue.